sujet, mais avant ça, on va faire peut-être un petit tour de table pour que les unes, ou plutôt l'une et les autres, puissent se présenter et présenter leur activité. Alors, c'est un propos liminaire, c'est-à-dire en quelques minutes, vous aurez l'occasion, s'il vous plaît, de présenter votre activité, après quoi nous allons pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va commencer par Madame. Honneur aux dames, n'est-ce pas? Donc, allô, parfait. Madame Rachel Banza, qui êtes-vous et quelle est votre activité, s'il vous plaît? Écoutez, déjà merci, je suis ravie de pouvoir participer à cet échange, donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je suis Rachel Banza, je suis chef d'entreprise maintenant depuis à peu près 15 ans. J'évolue dans le domaine des cosmétiques. Donc j'ai fondé avec ma sœur du coup tout simplement une marque de produits de cosmétiques qui est 100% naturelle, vegan, bio, et aujourd'hui tout simplement on développe notre activité avec notre propre usine où on fabrique et on formule nos produits qu'on vend en France et à l'international, un peu partout. Voilà pour la petite présentation. Parfait, merci, une présentation très succincte, ça c'est l'efficacité des femmes, ça. Marien, à votre tour. Alors je suis Marien Fonegombe, je suis président d'un cercle de réflexion qui s'appelle les Ateliers Citoyens du Congo, qui est en fait un cercle d'amis constitué d'entrepreneurs, de personnes engagées dans le monde associatif. Et nous avons comme spécialisation parler de soft power, de l'attractivité du bassin du Congo et donc par ricochet de l'Afrique. Voilà la structure qui m'emmène à être ici aujourd'hui. Et après, on parlera d'engagement. C'est un parcours. Je n'ai pas commencé par ça, mais j'en dirai plus tout à l'heure. Je suis un passionné de culture. J'ai fait de la production, de l'édition, et je suis moi-même auteur également. Voilà. Parfait. Merci, monsieur Marien Fonegombe. On passe la parole maintenant à monsieur Rayed Cheibi de se présenter, de présenter son activité ou sa structure. Bonjour à toutes et à tous, merci également pour votre invitation. Donc je suis Rayed Cheibi, j'ai 34 ans, je suis président de l'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France, mon pays de naissance, et la Tunisie, mon pays d'origine, de mes racines, de mes parents. Notre association a pour objectif de porter des initiatives sur le territoire tunisien, des projets de coopération décentralisés sur divers aspects, éducation, culture, santé, sport, jeunesse, et puis de promouvoir ce dialogue entre la diaspora franco-tunisienne et les acteurs institutionnels français et tunisiens, avec également une part, je dirais, d'investissement sur la francophonie, puisque la Tunisie est un des pays membres fondateurs de la francophonie, et surtout faire en sorte de faire entendre la voix de la Tunisie en Afrique, parce qu'on a un petit peu tendance à oublier que la Tunisie, c'est aussi en Afrique, et donc on essaye de valoriser cela. À votre tour, monsieur Eric Chipeng. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité de pouvoir échanger sur ce sujet important. Rufin Eric Chipeng Fat, je suis fondateur de la société Fatissime, qui vient de mon deuxième nom, Fat, donc le meilleur de nous, mon épouse et moi. Voilà, je suis économiste de formation de l'université. Voilà un peu mon parcours et je suis très content d'être là et de pouvoir partager un peu ces expériences. Merci Eric Chipeng. Alors nous allons rentrer un peu plus dans le concret, notamment autour de cette question qui est posée pour cette table ronde, à savoir comment donner du sens à l'engagement citoyen de la diaspora. Donc dans vos présentations, on a bien identifié que vous êtes, qu'on est à peu près, donc on est tous en fait issus de la diaspora, ou en tout cas en lien avec la diaspora. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez répondre déjà à cette question, comment donner du sens, la question du sens, à l'engagement citoyen de la diaspora? Le travail est immense, mais revenons un peu à la culture africaine et au fait qu'il y a aussi des particuliers qu'il faut aller approcher, qu'il faut aller chercher. On le dit souvent, les envois d'argent en Afrique, plus importants que l'aide publique au développement, ce n'est pas rien. C'est du concret. Partons sur du concret, partons sur des choses simples. Nous, ici, qui sommes là, je ne sais pas combien chacun envoie par an en Afrique, mais c'est des sommes qui dépassent le SMIC. C'est déjà pas mal. Moi, notre engagement, c'est celui-là. Les ateliers citoyens du Congo, on a un cercle de réflexion, on a un think tank, on est un doutin, qu'on aime dire. Et on est dans une réflexion d'aller chercher les particuliers. Vous savez, culturellement, on oublie toujours ces choses-là. On parle toujours de tout ce qui est créé en Occident. On a le prisme un peu occidental pour parler des sociétés.
On a des tontines qui existent chez nous. Il y a une Sénégalaise qui a fait une application sur des tontines qui a marché pendant beaucoup de temps. On n'en parle plus trop en ce moment. Il y a des choses comme ça à faire. Faisons dans la simplicité. On gagne du temps et on perd pas en efficacité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de voies et moyens pour impacter le continent, mais partons sur l'existant. Donc nous, c'est ça. L'idée, c'est partir sur ceux qui sont là, les Tunisiens et autres, mais déjà partir sur une première structure, que ce soit une ville, trouver des ressortissants et agir. Ça se fait dans notre communauté sénégalaise et autres. C'est un premier pas sur le plan économique. Sur l'engagement citoyen, c'est important que l'Africain se pose la question sur qui il est. Il y a des cultures qui existent. La culture slave existe. La France est une culture. La France véhicule quelque chose. L'Afrique, on parle de l'Afrique toujours. Moi, je pêche en disant ça. L'Afrique est plurielle. Un Éthiopien ne pense pas comme un Congolais. Souvent des Afriques. Des Afriques, c'est l'expression appropriée. Déjà, essayons de comprendre ça. Parce que tant qu'on n'a pas ça, ce soubassement-là, on ne peut pas aller loin. Même dans l'économie. Je peux vous dire qu'un Congolais qui vend de la sanza va plus facilement vendre de la sanza que s'il vend une guitare électrique. Parce qu'il y a un parcours qui est fait naturellement. Il le défend naturellement. C'est ça. Et je pense que prendre l'économie en surface, c'est une vraie erreur. Et moi, j'aime dire que la culture, c'est l'essentiel. Et pour beaucoup, on dit, ouais, bon... Et pas qu'en Afrique, hein, quand je dis que le budget de la culture, c'est 1%, en France, c'est pas loin. C'est sûr que c'est pas le budget le plus élevé en France. On est d'accord. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre. Mais qu'on ait conscience de ça. Et quand on parle de culture, c'est large. C'est pas que la créativité. C'est aussi ce qui nous fait, nos us et nos coutumes. Donc moi, mon combat, il est là. Je pense que le travail est d'abord là. Et le reste s'ajoute, quoi, au-dessus de tout ça. Et c'est ça qui donne du sens à l'engagement. Justement, par rapport à l'engagement citoyen, c'est vrai que l'aspect de la citoyenneté, c'est la manière aussi dont on est engagé dans la société. Et en tant qu'Africain, ou du moins afro-descendant pour les uns, ou Africain expatrié en France, j'aime pas le mot immigré, mais expatrié, je pense que c'est plus approprié. Est-ce que finalement cet engagement citoyen, il ne doit pas aussi s'inscrire dans un avenir en Afrique? On voit que l'Afrique est un continent qui se développe beaucoup, avec une démographie certaine. Est-ce que justement l'avenir de l'engagement citoyen ne se trouve pas aussi en Afrique? Rachel. Pour rebondir un peu sur ce que disait notre collègue, totalement, je pense aussi qu'effectivement, donc, comme l'Afrique est le futur, le fait effectivement de mettre en place tout simplement des process, de l'apprentissage, des compétences, de l'expertise, ça va nous permettre, nous, plus tard, de pouvoir dupliquer ces modèles en Afrique. Donc il y a aussi la culture économique. L'entrepreneuriat, ça s'apprend, c'est pas forcément c'est pas évident, c'est pas toujours dans nos cultures à nous. Donc c'est des choses qu'on met en place, voilà, pour qu'effectivement que ça devienne plutôt banal chez nous, pour nos petits frères, nos petites sœurs, et pour qu'après effectivement qu'il y ait plus d'entreprises tout simplement prêts à prendre des marchés avec de gros donneurs d'ordre, comme tu disais. Mais je pense d'abord qu'il faut maîtriser ce genre de choses. Les compétences, on les a pas forcément, et elles s'acquièrent sur le terrain. Donc le fait d'exister, voilà, de créer effectivement des entreprises qui vont fonctionner, qui vont durer, qui vont être pérennes, ça va nous permettre, nous, plus tard, de nous projeter sur des projets similaires en Afrique, avec cette assurance, parce qu'on les aura déjà fait, et on aura eu les bons résultats en France, en Europe. Je pense que c'est ça, pour rebondir. Merci. Alors, c'est un terrain glissant, j'ai pas voulu trop... Alors, l'engagement citoyen, on le voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Internet nous a beaucoup aidés. Okay? On voit un engagement citoyen dans des déclarations, dans des réactions. Tout le monde est un peu devenu journaliste, etc. Je n'ai pas voulu aborder ces sujets-là, mais bon, allez, on va en parler. Non, ça, ce n'est pas un bon engagement citoyen. D'accord? Parce que, bon, on fait beaucoup de bruit, plutôt qu'il nous dessert finalement, parce qu'on insulte nos pays, on insulte nos dirigeants, on passe toute la journée à... Enfin, bref, c'est une forme d'engagement citoyen. Non, je sais que ce n'était pas ça que tu voulais aborder, mais ça pose un problème. Ça pose un vrai problème. On en parle, ça pose un vrai problème. Et c'est délicat quand même, parce que les gens, ils croient que c'est cette façon de faire qui vaut. Non. Alors, moi, je vais rester sur mon terrain, un peu, de l'économie, pour dire que, effectivement, en rejoignant ce que Rachel a dit, Rachel, il y a un vrai savoir-faire dans un secteur qui s'appelle le gardiennage. Allez, on a 300 000 personnes accréditées par le CNAPS pour faire du gardiennage. Il y a 170 000, 180 000 personnes qui font du gardiennage. Vous avez des Congolais qui sont piliers dans le secteur depuis Pasqua. Ok? Donc, le gardiennage, c'est un secteur maîtrisé par l'Africain
Ivoiriens, Tunisiens, Congolais, au bas de l'échelle. C'est très mal payé. Aujourd'hui, ils ont constaté que les gens ils commencent à aller plutôt vers, comment on appelle ces secteurs sociaux, la aide-soignante, il va toucher 2000 €, etc. Ils commencent à abandonner, ils cherchent des agents, ils ne trouvent pas. Là, ils ont décidé d'augmenter les salaires à 12%. Au niveau leadership, on n'est pas là. Mais sur le terrain, c'est nous qui tenons ces secteurs. Il faut que ça change. Il y a des politiques, alors on est écouté, etc. Je ne vais pas commencer à rentrer dans la politique, mais il y a des vraies politiques qui sont mises en place pour que, au niveau leadership, que ce ne soit pas nous, okay? Que ce soit les autres, anciens policiers, anciens militaires, ceux qui veulent tenir la chose. Voilà pourquoi l'année dernière, on a sorti la loi de sécurité globale. Tu n'as pas 5 ans en France, tu ne peux pas t'inscrire à la formation dans le gardiennage. Okay? Résultat des courses, ils se sont tenus la main par la tête parce que toute la population qui aurait pu travailler, il y a des jeunes qui sont nés en France, 18 ans, il a sa carte de 2 ans, il ne peut pas travailler. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a la Coupe du Monde de rugby, on a besoin de 25 000 agents de sécurité supplémentaires, là dans 2 ans. Ils n'ont pas la solution. C'est nous les leaders. Il faut que nous puissions nous lever pour tenir ces secteurs au niveau leadership, pas en restant sous-traitant, mais en allant prendre les marchés. Parce que le vivier, c'est nous. Le savoir-faire, on l'a. Mais sauf qu'il faut qu'on s'organise pour prendre la tête des choses. Alors, je ferme la parenthèse pour revenir sur la responsabilité. Le mot responsabilité. J'ai aimé la brochure qui est sortie dans Congo à Paris. Il y a un des acteurs des expositions, je ne sais pas s'il est dans l'immobilier, qui a mis un slogan sous la thématique de responsabilité. J'aimerais le rencontrer parce que, à mon avis, c'est là où nous avons la solution. Si chacun de nous, pour te rejoindre du point de vue culturel et mentalité, avec nos traditions, nos cultures et tout, prend conscience de notre responsabilité en tant qu'entrepreneur africain, de l'impact de nos activités sur la société, de notre responsabilité à payer l'impôt pour nos projets africains, lorsque nous travaillons en Afrique, contribuer à donner à l'État, même si nous avons des critiques vis-à-vis de la manière de la gouvernance, mais en tant qu'entrepreneur, est-ce que nous payons l'impôt? Ou nous nous arrangeons comme tout le monde, tiens ton billet et puis basta, mes livraisons, mes marchandises doivent rentrer. Tant que nous ne faisons pas notre part de responsabilité à donner à l'État, comme nous le faisons ici en France, l'impôt qu'il faut pour nos entreprises, etc., on peut blablater. C'est intéressant ce que vous dites et ça m'amène effectivement... Je m'arrête juste sur ce sujet-là, mais la responsabilité, elle est globale. Responsabilité sociétale, alors je présente un label RSE. Il y a 7 principes, j'ai résumé en 5. Il y a la loyauté des pratiques, oui, il y a... etc. Restons sur l'aspect de la responsabilité parce que il est intéressant effectivement de ce que vous disiez à propos des impôts à payer, puisqu'on sait que, vous en parliez aussi tout à l'heure Marien, des transferts d'argent en Afrique qui représentent quoi à peu près par an 60-70 milliards par an à peu près, quelque chose comme ça. C'est une somme d'argent considérable. L'Afrique est sous piqûre, on va dire, des aides internationales. Et c'est une manne financière qui pourrait soutenir des projets entrepreneuriaux qui malheureusement sont davantage engagés dans l'économie informelle, ce qui effectivement ne permet pas, vous le disiez à l'instant, aux États de capter suffisamment d'impôts et donc de réinjecter ça dans des politiques publiques. Moi, j'aimerais vous poser la question maintenant, comment faire justement pour pouvoir aider peut-être la famille en Afrique ou en tout cas soutenir des projets de création d'entreprises, mais des projets de création d'entreprises déclarés de façon à ce que ça puisse ancrer dans le cadre aussi des coopérations, vous en parliez tout à l'heure Ryan, et donc d'entrer directement dans le développement et la croissance économique de ces pays. Je pense que la réponse, elle est multiple. Tout à l'heure, vous le disiez, les transferts d'argent, c'est une des injections principales économiques des pays africains. En Tunisie, par exemple, les transferts d'argent, ça représente entre 4 et 6% du PIB, ce qui est énorme. Énorme. Ensuite, si je comprends bien la question, c'est comment faire en sorte de favoriser ce développement économique de nos territoires en Afrique. Ça passe par, pour moi, deux prismes essentiels. D'abord, interconnecter les mondes économiques entre elles, que ce soit nord-sud, mais surtout sud-sud.
faire en sorte de les interconnecter. Moi, je suis un très grand partisan de ce que j'appelle l'action multilatérale. Pourquoi je dis ça? Parce que la crise sanitaire d'une exceptionnelle gravité que nous avons traversée, que nous sommes en train de traverser et que nous continuerons de traverser encore un peu, a complètement changé la physionomie de notre modèle de coopération. Et je pense que notre modèle de coopération, quel qu'il soit, économique ou associatif, il doit être repensé. On doit repenser notre modèle de coopérer. Et on doit repenser notre modèle de coopérer en nous appuyant sur toutes les synergies possibles. Toutes les synergies possibles. Les entreprises, bien sûr, le monde économique, le monde associatif, en particulier aussi les diasporas qui sont très regroupés dans le monde associatif, les acteurs institutionnels, et j'en pense notamment aux élus locaux, je le dis sous votre regard, cher Rudy, puisque vous êtes un élu local, donc vous savez très bien de quoi je parle, mais c'est important notamment de nous appuyer sur les élus locaux à travers ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Parce que on a besoin d'avoir cette synergie des forces pour porter des initiatives, pas simplement économiques, mais aussi associatives sur divers aspects environnementaux, culturels, éducatifs, pour répondre aux fameux objectifs de développement durable définis par l'ONU. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, à travers un levier qui s'appelle la francophonie. Beaucoup disent « Ah, la francophonie, c'est une nébuleuse, on n'y croit pas ». Sur le papier, je peux comprendre. Je veux juste rappeler que la francophonie, 3 des 4 pères fondateurs sont africains. Léopold Sédar Senghor, Sénégal, Amani Diori, Niger, Habib Bourguiba, Tunisie, et puis le 4e, Norodom Sihanouk, prince du Cambodge. Et la francophonie telle que nous la percevons aujourd'hui, dans l'implication qui est la nôtre, c'est pas simplement, même si ça reste les missions essentielles, de promouvoir la culture et la langue française. Mais je pense que la francophonie, elle doit également, c'est ce qu'elle commence à faire, mais c'est ce qu'on doit continuer à faire. C'est faire en sorte que la francophonie puisse construire un nouveau modèle de développement solidaire, en nous appuyant sur les acteurs économiques, et ils sont beaucoup qui sont regroupés. Je pense notamment au groupement du patronat francophone, au Forum francophone des affaires. Tout récemment, il y a eu l'alliance du patronat francophone qui réunit une dizaine de patronats qui ont signé les accords de Tunis. Donc c'est tout nouveau, ça fait même pas 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc il y a ce besoin d'avoir cette synergie. Et nous, on croit à ça. On pense, par exemple, que la francophonie, à elle seule, ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Et il y a la nécessité de nous appuyer sur des structures associatives, sur des opérateurs économiques, sur des élus locaux. En gros, faire cette synergie des forces et porter ensemble des initiatives sur tout l'espace francophone, bien sûr sur le continent africain qui constitue la majorité des pays de membres de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ce que nous allons essayer de promouvoir à l'occasion du sommet de Djerba, puisque le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement se réunira en novembre prochain à Djerba, y compris le Forum économique francophone. Donc je pense que la manière de s'investir, notamment sur le continent africain, elle doit être revue, elle doit être repensée. Ça passe, je le disais tout à l'heure, par le dialogue. Dialoguons entre nous. Pour moi, c'est aberrant qu'on fasse partie du même continent. Nos chefs d'État se parlent, nos ambassadeurs se parlent, nos opérateurs économiques commencent à se parler ou se parlent. Et nous, on ne se parle pas. On ne se parle pas. J'aimerais un jour qu'on puisse, je fais ce rêve, pour reprendre une expression célèbre, mais qu'un jour on puisse porter une initiative commune, les Congolais, les Tunisiens, les Marocains, les Tchadiens, les Maliens, de faire en sorte de dépasser ces clivages-là. Le dialogue que certainement certains de nos chefs d'État ne peuvent pas avoir ou n'arrivent pas à avoir, il faut qu'on arrive à le faire nous. C'est ce que j'appelle moi la diplomatie associative. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se substituer aux diplomates qui font ça très bien, mais d'être un maillon de cette chaîne, c'est-à-dire à notre niveau sur le terrain, renforcer ces liens de coopération entre nos pays de naissance ou nos pays d'origine. Et ça, c'est important qu'on puisse se parler, qu'on puisse dialoguer et surtout renforcer cette coopération entre nous. Est-ce que, Marien, vous pourriez rebondir, et ensuite Rachel, bien sûr, sur ce que vient de développer Rayed, notamment sur nos capacités, en tout cas en tant que diaspora française, de pouvoir aider les entreprises africaines à se structurer pour qu'effectivement elles puissent sortir de l'informel et puis développer de vraies valeurs ajoutées. C'est-à-dire en fait que les transferts d'argent qui sont apportés se retrouvent dans l'économie
l'économie parallèle. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pour venir en aide à des besoins primaires, de payer l'école des enfants, de bien manger à la fin du mois, etc. Mais à quel moment est-ce qu'on va réussir à créer plus d'entreprises? Il y a quand même 60% de jeunes qui sont au chômage de façon globale en Afrique. Absolument. Je crois qu'il faut rester humble par rapport à cela, dans le sens où le tissu économique, qui l'organise? C'est pas la diaspora, c'est les gouvernements locaux. Monsieur a évité le sujet délicat, mais on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Et je n'irai pas plus loin. Mais c'est eux qui font ça. C'est eux. Au Congo, il y a des choses qui se font. Il y a des velléités, moi j'aime dire. C'est pas concret, ça bourgeonne, on veut créer des entreprises que ce soit moins cher, on essaie de le faire, que ça aille plus vite. Et même il y a des dispositifs d'aide, mais dans les faits, on est bien loin de ce qui est annoncé. C'est ce qui est dommage. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? En fait, ce qui ressort de notre échange, et c'est la réalité des choses, il faut d'abord penser, il faut remplir le ventre. Une personne qui a le ventre vide ne peut pas réfléchir. Donc quand je parle d'engagement associatif, citoyen, qu'est-ce qu'on veut devenir? Tant qu'on a le ventre vide, on a du mal. On a l'impression qu'on est hors sol. C'est dommage, mais c'est compréhensible. Et où on va chercher l'argent? Monsieur donc veut convaincre les donneurs d'ordre en donnant une expertise aux entreprises. C'est nécessaire, on a besoin du capital humain. Surtout qu'on a des zones où on a vraiment une expertise déjà, il faut juste affiner les choses. Et donc monsieur parle des institutions, d'essayer de voir au niveau de la francophonie. Il y a des choses qui... On parle de la francophonie économique maintenant, je crois, oui, également. C'est des belles choses. Et moi, je reviens toujours à un niveau en dessous. J'aime faire des choses que je peux maîtriser. Il y a des nébuleuses après qui m'échappent. Et qu'est-ce qu'on peut maîtriser? C'est encore une fois, chacun, les Africains qui sont là, moi, lui et moi, on s'est appelés, on a fait quelque chose ensemble, c'est la deuxième fois, on essaie de tisser quelque chose, c'est ça qu'on doit essayer de faire. Donc, où trouver l'argent? Chez chacun de nous. Malheureusement, il faut taper dans les poches de chacun. C'est ça la réalité. Qu'en sortant d'ici, qu'on dise, bon, en sortant, tout le monde met 20 €, c'est ça le concret. Si on va être dans le concret, dans le dur. Et où, un autre endroit où chercher l'argent, vous disiez que le PIB, l'envoi des transferts d'argent au PIB, contribue au PIB tunisien à hauteur de 6%. La solidarité internationale au Sénégal contribue au PIB à hauteur de 10%. C'est un endroit où on peut toucher l'argent. Et je rejoins monsieur sur l'expertise. Là aussi, il y a une expertise à acquérir pour monter les dossiers. Il y a une association qui s'appelle le Forum. Il y a dû avoir une dizaine d'associations des Congo, essentiellement Congo-Brazza, quelques-unes de la RDC, qui ont eu des projets en moyenne à 15 000 €. C'est l'argent voilà, il faut aller prendre là où on peut aller prendre. Nos gouvernements sont claudiquants, on ne peut pas trop compter sur eux. Après, c'est une histoire, nos États sont jeunes. Vous voyez, j'essaie de ne pas être trop méchant. Mais donc, allons là où ça marche. Voilà, c'est jeune au final. Et donc, si on monte des dossiers comme il faut, on prend de l'argent là, on prend de l'argent chez chacun de nous, et on fait des choses. Et on envoie des sous pour des micro-projets. Et vous savez, l'entrepreneuriat, ce qui est très à la mode, tout le monde a ses cartes de visite de CEO et autres, mais l'entrepreneuriat, c'est la maman qui va les baigner. Donc, il y a des soutiens comme ça à apporter. Celle qui va acheter des machines de foufou, et ainsi de suite. Pour moi, le combat, il est là. Changer la vie de chaque foyer. C'est ça la première ambition. Un foyer, 2 foyers, 3 foyers, une ville, un pays. Et puis distiller toujours cette conscience, cette citoyenneté qu'il faut construire. Et c'est ça. Quand monsieur dit qu'on ne paye pas l'impôt et tout ça, c'est là la réflexion sur le citoyen qu'on veut créer. Les citoyens responsables. Payer l'impôt, c'est un acte citoyen. Absolument, absolument. Il faut le faire. Et il a raison parce que beaucoup vont en Afrique, ouais, l'Afrique ne va pas bien, effectivement, ont des comportements de Far West et critiquent l'Afrique. Donc ne donnons pas de leçons, je suis humble par rapport à ça. Voilà à notre niveau ce qu'on pourrait faire. Si je peux me permettre de rebondir, Rudy, pardon, par rapport à ce que tu disais, Marien, qui est très intéressant, sur créer cette coopération avec les acteurs institutionnels, surtout avec les élus locaux, à travers la coopération décentralisée, parce que ça, c'est vraiment cette coopération de proximité. Mais j'aimerais répondre à ta question. Alors, certains me diront que je suis idéaliste, j'en ai rien à faire, à vrai dire, au contraire, parce que plus on me le dit, plus je fonce, c'est très bien, mais je pense qu'il faut bouger un peu les choses, il faut je dirais, bouger la poutre. Quand je parle de nouveaux modèles de coopération, bien évidemment, tu le disais très justement, ça passe essentiellement par des décisions qui sont à un niveau de l'État, c'est vrai. Mais moi, ce que je souhaite, et on n'y arrivera pas seul, c'est faire en sorte de dire, messieurs, on est là aussi. On est là aussi. C'est-à-dire que il ne faut pas simplement que la décision se prenne à votre niveau, il faut qu'on arrive à faire quelque chose, y compris les États aussi, quoi.
bien sûr, il faut qu'on arrive aussi à faire des choses au niveau local et que la société civile puisse également s'imprégner ça. Une proposition très concrète. Je pense que rapidement, parce qu'on a pas entendu Rachel. Je vais finir après. Pas de souci, Rachel. Il y a un dispositif de l'État du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle l'action extérieure des collectivités territoriales, ce qui permet d'aider à la coopération décentralisée. Bon, cette AECT est dotée d'un budget de 700 millions à 1 milliard d'euros. 700 millions à 1 milliard d'euros. Sur l'année 2020 plutôt, certainement dû à la crise de la Covid, 122 millions d'euros ont été utilisés. Ce sont des dispositifs qui sont fort peu connus. Fort peu connus. Moi, ce que j'ai proposé, ce que je continuerai à proposer, c'est de revoir tout ça et faire en sorte que ces dispositifs puissent être ouverts aux acteurs, aux associations, à la condition que les projets soient coportés avec des collectivités. Et là, on pourra certainement, peut-être pas forcément globalement, mais on pourra répondre à un besoin local et faire des choses qui soient visibles au niveau local. Après, juste pour rebondir sur cet échange, c'est vrai que moi je regarde... En même temps, vous rebondissez, mais je vous relancerai aussi sur une question, parce que vous êtes entrepreneuse. Totalement. Et moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous feriez, vous, pour pouvoir apporter du développement et de la croissance économique en Afrique, en particulier au Congo, de par votre expérience. Donc, justement, c'était un petit peu cet exemple que je voulais donner, parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, en fait, on regarde quoi au départ? C'est l'opportunité. On se dit, voilà, on va conquérir un marché parce qu'il y a une réelle demande, et au final, nos produits sont capables tout simplement de répondre à ce marché-là. Donc l'Afrique, pour nous, c'est tout simplement une opportunité. Là, dernièrement, on a ouvert le marché du Togo. On s'est installé, on a fait un lancement avec un distributeur sur le marché togolais qui va effectivement distribuer notre marque dans l'ensemble des points de vente, parapharmacie. Vous parliez d'Elikia Boti. D'Elikia Boti. Et c'est vrai qu'au départ, quand on est arrivé, on n'a pas forcément fait d'études poussées sur le marché, comment ça se passe au niveau impôt. On s'est dit, c'est une opportunité à nous de trouver le bon partenaire sur place qui va nous permettre simplement, nous, d'avancer. Et je pense que c'est ce qu'on devra faire et ce qu'on doit faire aussi au Congo. Aujourd'hui, effectivement, moi, j'évolue plus en France, mais je serais plus, on va dire, rassurée si je sais qu'au Congo, j'ai clairement des partenaires qui maîtrisent parfaitement le marché, qui vont totalement savoir m'accompagner sur comment faire pour mettre en place mon projet et au final, qui puisse être fructueux. C'est un petit peu ça. Je pense que nous, ce qu'on va devoir faire pour impacter, c'est d'oser. En même temps, quand on est entrepreneur, on ose parce que c'est l'opportunité qui nous porte. Et après, ça va essentiellement bien s'entourer. Trouver des personnes qui maîtrisent le marché local, trouver des personnes qui vont pouvoir former des gens à nos techniques de vente pour qu'effectivement que notre investissement puisse ne pas tomber à l'eau, en fait. C'est un petit peu ça. Donc c'est vraiment un échange, on va dire, un échange complémentaire avec effectivement nous, la maîtrise de nos compétences, notre expertise, et sur le marché local, du coup, identifier parfaitement les bons acteurs qui vont nous permettre de réussir. C'est ça. Parce que c'est vrai que là, on est vraiment aussi sur, je vous entends, on est beaucoup effectivement sur la question donc, du développement économique de l'Afrique. Est-ce que l'épanouissement, c'est-à-dire en tant que citoyen, passe obligatoirement par le développement économique? Moi, je dirais en partie, comme tu disais tout à l'heure, il faut avoir mangé, faut manger pour être plutôt à l'aise. Je pense que c'est peut-être un premier pas. Puis après, éventuellement, effectivement, il y a d'autres aspects tels que la culture, la politique, tout ce genre de choses. Mais je pense qu'en partie, c'est important l'économie. Ça permet de développer. Moi, je vous pose cette question parce que finalement, en tant qu'Africain, l'Afrique, effectivement, c'est beaucoup de culture. Et peut-être qu'au travers le monde aujourd'hui, on voit de plus en plus d'États qui se recentrent au travers de leur culture. C'est un petit peu le cas par exemple en Russie, où on voit un peu aussi comment derrière l'homme fort de ce pays qui se comporte de manière très préoccupante ces derniers temps essaie aussi de ramener son pays dans le giron culturel. C'est le cas aussi en Chine, c'est beaucoup le cas aussi en Turquie. À quel moment est-ce que l'Afrique va pouvoir, au travers peut-être d'un recentrage culturel, susciter des vocations et un apport citoyen qui va permettre aussi à l'Afrique peut-être aussi de se redévelopper entre guillemets? J'ai pas de réponse toute faite, mais c'est un sujet important. Parce qu'en fait, là, on aborde le sujet du patriotisme. Sur le plan économique, ça existe. Il y a des décisions économiques, des investissements qui sont patriotiques. Parce qu'il y a cet amour de la patrie, cet amour du continent, et c'est ça qu'il faut développer. Vraiment, c'est très important. Gazprom ou Total, c'est pas des entreprises comme d'autres entreprises, quoi. C'est l'État, c'est le prolongement de l'État.
dans tout ce qu'il y a, dans l'image, dans les intérêts, il y a tout derrière cela. Et ça ramène à parler du soft power, je suis désolé, c'est vraiment ça la question. Votre sujet oui, qui de est prédilection. C'est Joseph Nye des années 90 qui conceptualise, mais c'est vieux comme le monde. C'est la diplomatie, c'est comment on emmène les choses. Et aujourd'hui, cette guerre, au-delà des pertes humaines que nous regrettons, mais c'est la guerre de l'image. Et la Russie, on revient qu'elle a perdu. Dès le début de la guerre, elle perd tout. Parce que l'image est effritée. Parce que les grands médias sont maîtrisés par les Occidentaux, par la France, par les États-Unis et autres. Donc, il y a quelques voix qui s'élèvent comme ça individuelles, mais on n'a même pas droit à la contradiction. C'est ça. Aujourd'hui, on est ostracisé quand on émet une voix dissonante par rapport à la grande tendance. Le soft power, c'est important. La Chine, un pays, je ne vais pas faire de digression, mais rapidement. Un pays comme la Chine, qui n'est pas un pays des droits de l'homme, mais quand la Chine a commencé à prêter des pandas, c'est des millions quand ils prêtent des pandas. Donc le soft power, c'est aussi, économiquement, c'est pas mal. Et en parenthèse, la RDC a l'Ocapi, nous on a les gorilles à dos argentés. Donc c'est rayonnement, mais derrière, ça peut être transformé en économie. Mais encore, il faut que les États comprennent et se lancent sur ça. Voilà, c'est pour dire que, je fais un grand écart, je reviens sur le patriotisme. C'est très bien, c'est très bien. Et on a besoin de ça. Parce qu'on se rendra vite compte qu'une fois qu'on aura le ventre plein, la bataille n'est pas finie. Donc, je pense qu'il faut tout mener de front. Il faut s'engager sur tous les fronts en même temps. Mais ça demande de la rigueur. Il y a un front dont on n'a pas beaucoup parlé, et donc je vais vous laisser réagir, Éric, là-dessus, c'est le front politique. Parce que lorsqu'on parle de citoyenneté, l'engagement politique fait partie de la citoyenneté. Pour moi, je suis élu en particulier, j'en sais quelque chose, Rayed l'a été, oui. Rachel, elle nous en parlera, elle a été candidate. J'ai vu sa campagne sur les réseaux. En 2020, effectivement, campagne très intéressante. Mais attention, on est franco-congolais. Où est-ce que l'engagement politique doit démarrer et où est-ce qu'il doit arriver? Alors, c'est une question intéressante, mais j'avais voulu donner un exemple. Bon, il y a un trait, il y a un lien avec l'engagement politique de ce que le Congo fait déjà de bien ou commence à faire de bien, qui peut nous inspirer. En tout cas, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas mal fait. Bandela, il ne faut surtout pas envoyer des signaux très négatifs. Il faut identifier effectivement les bonnes initiatives, les bonnes décisions et les accompagner et les soutenir. Et j'ai envie de donner un exemple qui est très concret pour la RDC. La RDC a mis en place l'ARMP, l'autorité des régulations des marchés publics, ARMP. Cette autorité de régulation, alors, de ce que j'ai appris, a demandé à ce que toutes les entreprises, notamment minières qui s'installent, etc., puissent obligatoirement réserver la sous-traitance aux entreprises congolaises, juridiquement congolaises. J'ai été sollicité par des acteurs qui sont autour des régions où prospèrent les mining pour dire que les marchés sont là, à la disposition des entreprises congolaises, sauf que le standard demandé par les structures internationales ne sont pas à la hauteur de... Voilà, nos entreprises n'arrivent pas à répondre à ces standards-là, donc besoin d'accompagnement, de formation, d'équipement, tout ça, pour que ces entreprises qui ont parfois le savoir-faire, mais qui ne savent pas structurer leur projet, leur management, pour pouvoir répondre aux request for information de ces entreprises-là et accéder au marché. Donc nous, on a commencé à accompagner les entreprises, à mettre en place les systèmes de management simples de la qualité, et très léger, très simple pour te rejoindre, parce qu'on a des artisans à petite échelle qui n'ont pas besoin de grosses démonstrations, de grosses structures, mais on a des supports qui sont très légers. Là, on a un label RSE à 120 €, moins des 10 salariés, on peut l'acquérir. Sur un an, on a accès pendant un an, pour pouvoir être accompagné à démontrer une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. Pour revenir sur la question politique. S'il vous plaît. Voilà. J'ai été plusieurs fois assistant en communication au niveau du gouvernement chez plusieurs ministres. Et c'est vrai que c'est délicat. Ça n'a pas nourri chez vous l'ambition de faire de la politique pour changer les choses au pays? Je suis au quotidien, mais alors au quotidien, des fois ma femme me dit mais c'est trop, au courant un peu de débats, de ce qui s'est décidé, de ce qui s'est fait un peu, et j'essaye de voir avec les liens que j'ai gardés avec ceux qui sont dans la sphère des dirigeants, notamment, je ne parlerai pas beaucoup en détail, je suis en contact avec l'ambassadrice, la nouvelle ambassadrice qui
m'a sollicité, qui a sollicité justement Fatissime pour faire l'audit, parce qu'elle faisait un état des lieux. Quand elle est arrivée, elle voulait faire un état des lieux pour faire son rapport à la centrale, dès ce qui se passait, dès ce qui a été fait. Elle a sollicité un cabinet congolais pour l'accompagner et soutenir son travail dans un audit approfondi des différents services de l'ambassade. Nous l'avons fait et elle était très satisfaite et elle a rendu son rapport. Donc, c'est notre contribution politique, de dire voilà là où vous avez des problèmes, voilà là où ça ne va pas. On a parlé avec tous les diplomates pendant 2 semaines, on a fait une enquête auprès des usagers qui étaient là, qui venaient à l'ambassade. Donc concrètement, c'est peut-être notre contribution même. Maintenant, la politique telle qu'elle est menée au quotidien, avec des décisions qui sont prises et tout, moi ce que je revendique aujourd'hui, ce que je demande, c'est qu'on nous donne la possibilité de voter. Si la diaspora, on va dire congolaise, si on peut participer nous aux élections à travers notre ambassade, etc., nous avons des moyens technologiques qui peuvent nous permettre de le faire à distance par le téléphone ou par, le vote. On peut. À partir du moment où on nous donne cette parole, ces droits de vote, on peut réellement avoir un impact politique sur ce qui se passe. Tant qu'on n'a pas ce droit de vote, on peut faire des choses à distance, on peut faire des choses, on est un peu limité. Alors je pense que, sans te couper, ça c'est une cause déjà. Je pense qu'on ne peut pas avancer dans la vie sans cause. On ne peut pas comme ça avancer comme des avant-peines sans cause. Voilà, il pointe du doigt quelque chose qui est très important, un sujet. Si on ne peut pas voter, on ne peut pas rien faire. Mais réclamer le droit de vote en soi, c'est une cause. C'est pas mal, c'est important. Et pour revenir sur le plan économique encore, sur l'accompagnement, on avait un sujet au sein des ACC qui était le management partagé, qui est porté par Georges Badji, qui est dans la salle. L'idée, comme je disais, c'est que les membres des ACC et ceux du réseau, quand ils vont en vacances, sur leur temps de vacances, vous restez 3 semaines, prenez 2 semaines pour accompagner une entreprise, une jeune pousse qui naît, allez-y si vous faites de la compta, bénévolement, parce qu'on a besoin d'expertise, on a besoin de ça. Et même, il a raison, quand il parle des artisans, des fois on veut aider des gens, mais on n'est pas dans des normes, c'est pas normé. Moi, je suis de formation comptable, je suis responsable de certificat financier d'un cabinet d'avocats, et je travaille dans tous mes cabinets certifiés ISO. On a adapté donc la norme ISO aux sociétés de services. On a réussi une offre aussi au sein des ACC au départ. Ce que vous avez réussi à faire, bravo, c'est pour faire de l'audit, mais que des services au niveau de la fonction publique, certains ministères. Très simple, on venait 2 semaines avec des recommandations, préparation à un audit éventuel, audit externe et tout ça, audit interne et tout, mais on se heurte à des choses énormes. Il y a une très grande société de la place qui travaille sur papier, il n'y a pas d'ordinateur. Donc on tombe sur il y a des aberrations. Et pour que ce genre de rencontre ait de l'intérêt, il ne faut pas qu'on reste dans un consensus mou. Il y a des choses quand même choquantes. On le dit, après on passe. Il faut le dire quand même. On ne peut pas faire. Comment nous on veut y aller, mais il n'y a aucun ordinateur, c'est la base. On ne va pas faire des recommandations sur ce qui se passe, donner sur du papier. Donc le chantier est énorme, mais c'est parce qu'il y a cet engagement citoyen qu'on trouve la force pour travailler pour le développement. C'est dans ce sens-là. Ben justement, engagement citoyen, c'est un fait. Vous parlez aussi de comment est-ce que l'économie aussi peut soutenir cet engagement citoyen. Mais moi, je vous ramène à nouveau sur la question politique, parce que j'ai l'impression que vous voulez un peu éviter le domaine. Allons-y. Je vois des têtes qui hochent dans l'assistance. Mais oui, parce que, quand même, je veux dire, pour pouvoir développer un pays, il faut mettre en place des politiques économiques, des politiques en matière de développement industriel. Voilà, des politiques en matière de développement industriel. Donc il faut une action politique pour pouvoir soutenir un développement économique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui sur le plan politique, sans vouloir donner des leçons aux pays qui gouvernent l'Afrique, ou même sans vouloir donner des leçons à la France qui entretient des liens politiques avec les pays africains, en particulier les pays francophones. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soutenir cette forte croissance qui existe en Afrique, et surtout pour lui donner aussi du concret, parce que on parle souvent de croissance à 2 chiffres, mais comment ça se répercute concrètement sur les pays africains? La répercussion, elle n'est pas encore réellement évidente. Il y a énormément de chômage, je parlais de 60% de chômage chez les jeunes, ce qui les pousse effectivement à s'imaginer un ailleurs meilleur, et on les voit tenter de traverser la Méditerranée et risquer sa vie, parfois y perdre la vie. Comment est-ce que la politique en Afrique, ou bien dans les relations diplomatiques de la France vis-à-vis de l'Afrique, vont permettre aux Afriques de prendre leur envol sur le plan économique et ne plus sacrifier cette jeunesse de façon malencontreuse, qui
se lance. Moi, je vais bien essayer de m'y lancer. C'est un chantier qui est très vaste, mais Son Excellence Madame l'ambassadrice a souligné quelque chose de très important, le dialogue. Bon, c'est une femme que j'ai suivie depuis très longtemps et je vois que le choix qui a porté sur sa personne est stratégique. C'est une femme de dialogue. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle dit les choses comme elle pense. Elle a une expérience française, francophone. Elle a étudié à la Sorbonne. Donc c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. D'où elle a été là. La première, on va dire, politique qui vient à Congo à Paris pour participer et inaugurer cet événement. Ce n'est pas un hasard. On en a discuté en off, tout ça. Elle n'a pas trouvé l'inconvénient de venir. Elle a rencontré Charlotte Kalala à Kinshasa. Et donc ça s'est fait. Il y a ce dialogue-là qui commence. Il faut qu'il soit un dialogue plutôt constructif. Et donc, qu'il n'y ait pas d'a priori, qu'il n'y ait pas de calcul, voilà, de récupération, mais qu'il soit franc. Moi, je réponds en tant qu'acteur économique. Je suis désolé, j'ai mes sensibilités politiques, mais je ne vais pas les mettre en avant parce que ici, je suis acteur économique. Non, donc je suis on vraiment. Ne demande pas les sensibilités. Voilà. Non, après, c'est sur pas le les plan politique, sensibilités qu'on demande. le dialogue. Ce qu'on demande juste, c'est des Voilà, solutions des et des réflexions voilà. Ça sera politiques le dialogue. qui peut aider. Le dialogue va permettre un rapprochement pour interpeller les politiques sur les décisions qui sont nécessaires. Allez, je vais donner un exemple concret. Rapidement, et puis après, on donne concret. La parole à Rayed. J'ai eu le numéro de téléphone du chargé d'affaires, hein, parce qu'il n'était pas ambassadeur. Hein. Pendant 3 ans, on n'avait pas d'ambassadeur de la RDC en France. J'ai écrit au chargé d'affaires pour lui dire que le Congo-Brazzaville et certains pays comme, je pense, le Sénégal ou autres, ont un accord avec la France pour pouvoir diriger les entreprises de sécurité privée en étant congolais, de Brazza, sénégalais, etc., sans problème. Ce que nous n'avons pas, nous, Congolais de Kinshasa. Il faut être français ou européen ou autre. On n'a pas ces droits-là, alors que nous sommes partie prenante dans la sécurité globale du pays, en termes de force de réponse. J'ai demandé cela au Quai d'Orsay. Ils m'ont demandé de contacter l'ambassade de France à Kinshasa. Kinshasa m'a répondu en me demandant de voir mon ambassadeur ici en RDC. J'ai écrit, j'ai jamais eu de réponse au bout de 3 ans. Donc c'est un dossier que je vais remettre sur la place auprès de madame l'ambassadeur en disant, écoutez, nous sommes quand même un pays francophone le plus important en termes de population. Pourquoi ces accords-là, ça tient à quoi? Pourquoi nous, on n'aurait pas cet accord-là pour que, en tant que Congolais, je sois chef d'entreprise en France, dans le gardiennage, et que j'apporte cette expérience dans mon pays, le savoir-faire que j'aurais développé, le management et tout ça, on n'a pas ces droits-là. Donc, je porterai ce sujet-là auprès de son Excellence, et c'est l'exemple de l'engagement politique ou autre qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. C'est du concret, voilà. Dialogue et puis action au cas par cas selon le besoin. Voilà. Je me pose la même question à Rayed. Comment est-ce que sur le plan politique, on peut aider l'Afrique à pouvoir se développer, voilà, les Afriques de façon globale, et aussi par rapport à la manière dont la France aussi doit aider l'Afrique, entre guillemets, à se développer, si on entend que c'est la France qui doit aider l'Afrique, mais en tout cas dans le rôle qu'elle joue avec l'Afrique, quel rôle la France doit jouer réellement par rapport à l'Afrique? Moi, je pense qu'il y a suffisamment de talent en Afrique pour que l'Afrique puisse se développer d'elle-même, déjà. Parce que, bon, évidemment, cette espèce de figure tutélaire de la France en agace plus d'un. Même si la France demeurera toujours aux côtés des Africains, mais je dis bien des Africains dans le sens société civile. Et là, pour le coup, je me permets... La nuance est importante. Oui. Et là, je me permets quand même de saluer ce qu'a fait le président de la République Emmanuel Macron quand il a parlé de refonder les liens entre l'Afrique et la France à travers la société civile. À travers la société civile. Parce que, bien sûr, beaucoup de diaspora pourront le dire, mais il y a parfois une certaine défiance vis-à-vis du pouvoir politique. Et il y a aussi un certain agacement sur les rouages administratifs qui ralentissent un nombre considérable de choses. Et donc, la meilleure manière de pouvoir développer l'Afrique, c'est tout simplement de s'appuyer sur la base, sur vous, sur nous. C'est de s'appuyer sur cette base-là. Et donc, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure,
ça ne passera que par une coopération renforcée entre les acteurs de la société civile. Néanmoins, il est aussi nécessaire, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait à notre niveau, mais comparaison n'est pas raison. Nous, on met un point d'honneur à informer les autorités françaises comme les autorités tunisiennes de ce que nous faisons. Parce qu'on a aussi cette volonté d'être, je dirais, un pont entre les deux pays et quelque part de servir les intérêts de l'amitié franco-tunisienne. Tout ce qui est les conversations d'État à État, on laisse ça entre le président Macron et le président Sayed. Tout ce qui est les discussions entre les diplomates, on laisse ça entre André Parent, l'ambassadeur de France, et son Excellence Karim Jamoussi, l'ambassadeur de la République tunisienne. Mais néanmoins, c'est important de dire aux autorités françaises comme aux autorités tunisiennes, voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous faisons. Et lorsqu'il y a des situations de blocage, ou lorsqu'on a envie de développer un projet et que l'administration, parfois, peut mettre un petit peu de temps, pour être gentil, à ce moment-là, c'est toujours important d'avoir un relais pour essayer de débloquer la chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais pour répondre globalement sur l'aspect politique, je pense que la solution, elle vient du terrain, parce que l'Afrique est assez complexe au niveau politique, c'est pas un euphémisme de dire ça, elle est très complexe, et donc il est important et nécessaire de s'appuyer sur la base, et de faire en sorte que les structures associatives, les économies locales, comment dirais-je, les ONG présentes sur place, les OING, puissent avoir les moyens de pouvoir développer, je dirais, leur territoire et de manière proche, en tout cas axée sur le développement de proximité. Je pense que ça, c'est important. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Le dialogue, je rebondis sur le dialogue, c'est important. Il parle de dialogue, c'est très important, et c'est bien qu'il en parle parce qu'au départ, il a parlé de l'engagement d'une diaspora qui existe, hein, qui existe. Mais en fait, il faut que nos dirigeants aient le courage de créer le dialogue à un moment donné. C'est pas aux artistes qui viennent ici qui mettons les pieds dans le plat. Voilà. Il faut quand ils viennent ici, qu'ils essaient de voir les acteurs réels qui sont là, et pas forcément ceux qui pensent comme eux. Il l'a dit, il a des sensibilités politiques, mais il parle en tant qu'investisseur, qu'entrepreneur. Et voilà, donc l'idée c'est de rencontrer des entrepreneurs, même ceux qui sont contre le pouvoir. C'est ça la démocratie. Et quand on parle de citoyenneté, en fait, c'est un pas vers la démocratie participative. Citoyenneté, c'est demande du droit de vote, c'est tout ça. Donc il faut que les dirigeants aient le courage. Il manque de courage pour moi. Parce que c'est facile de venir et de ne pas vouloir croiser, je te laisse rebondir, de ne pas vouloir croiser les ressortissants de votre pays. C'est quand même aberrant, c'est une forme de... Voilà, donc déjà encore, ça... 2-3 minutes pour D'accord. finir. Et puis la société civile, encore une fois, très important. Et je rebondis sur ce que tu dis, ça me fait penser à une tribune que j'avais écrite dans un magazine francophone tunisien, où je disais, je crois que c'était juste avant le sommet sur le financement des économies africaines qu'a organisé le président Macron à Paris en mai dernier. Et je disais que ce qu'a créé le président, c'est-à-dire la refondation des liens entre l'Afrique et la France en nous basant sur la société civile, je trouvais aberrant, en tout cas, et ça rejoint ce que tu dis, pourquoi nous, acteurs de la société civile, on n'a pas ce même dialogue, on me traitera d'idéaliste, avec l'Union africaine? Pourquoi? Et ça, peut-être que c'est aussi, peut-être pas un manque de courage, de la peur, je ne sais pas, mais il faut qu'on arrive aussi à ce qu'on puisse avoir ce dialogue avec l'Union africaine, avec les chefs d'État qui la composent, et qu'on puisse essayer de faire bouger. Ça prendra du temps, hein. Ça ne se fera peut-être jamais, mais il ne faut jamais dire jamais. Mais je pense qu'il faut aussi s'engager dans cette voie-là. Que dira notre candidate à l'élection municipale 2020, effectivement, sur l'engagement politique et sur la discussion qui doit pouvoir se faire entre les chefs d'État africains pour pouvoir mettre en place des réelles politiques à destination de la population et de la société civile. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir, par exemple? Oula, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore prévu. Déjà, juste pour rebondir sur le volet politique, c'est sûr que quand on s'engage, tout simplement, c'est par passion, parce qu'on a envie tout simplement de pouvoir aussi prendre part à la société, tout simplement mettre en place des projets. Donc c'est très important déjà d'être dans cet état d'esprit.
Après, effectivement, on parlait du dialogue et de l'action. Ça veut dire que plus on sera dans l'action, je pense, dans notre continent, dans notre pays, plus on aura envie aussi de prendre part, on va dire, à la politique au niveau local. Mais tant qu'on n'est pas assez présent, tant qu'on ne maîtrise pas forcément les rouages de tout ce qui se passe là-bas, c'est un peu trop distant pour nous. Voilà, c'est ça. D'accord, donc en fait, avoir d'abord un ancrage local sur le plan économique, associatif, puis après laisser le temps pour faire un petit peu plus sur le plan politique. Mais il y a aussi le revers de la médaille, si je peux me permettre, Rudy. C'est que l'engagement politique après un engagement associatif ou économique, c'est un petit peu le cheminement classique. Mais il faut aussi savoir que quand on est dans la sphère politique et qu'on veut essayer de faire bouger les choses dans la sphère politique, premièrement, ça se fait à travers un mandat. Qui dit un mandat dit forcément une durée limitée, donc peut-être pas forcément le temps de pouvoir faire ce que l'on fait. Et deuxièmement, peut-être pas avoir la liberté de parole et d'essayer de faire bouger les choses quand on est dans le système. Donc, surtout pour un premier il y a des avantages et il y a des inconvénients. Le mot de la fin en une phrase, s'il vous plaît. Rachel, il y a des personnes que je vois dans la salle qui ont développé des solutions pour pouvoir accompagner ceux qui n'ont pas la maîtrise des terrains. On en parlera en offre. Un mot à retenir, en tout cas si vous pouvez tout oublier, responsabilité. Ma responsabilité, votre responsabilité. C'est le seul mot que je voudrais... Et la responsabilité aussi de ceux qui dirigent. Merci beaucoup. Rudy, juste notre part. Juste merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Voilà. Il y a forcément des questions. On va prendre les 2 questions. Bien sûr. Et puis, merci déjà pour votre assistance. Je pense qu'on peut applaudir le public. Vous avez été très calme, très attentif, mais j'ai senti qu'il y avait des choses sur lesquelles vous n'étiez pas forcément d'accord. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais laisser Marvin vous conduire dans ce moment-là. Madame, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Viviane Tichele, épouse Okumambela. Bien devant le micro parce qu'on n'entend pas très bien. Viviane Tichele, épouse Okumambela. Je suis écologue et consultante RSE environnementaliste. Ma question est donc pour M. Chipin. Je vais rebondir sur la responsabilité. Et ce que j'aimerais savoir, c'est déjà, est-ce que Fatissim est implanté dans l'un des 2 Congos? C'est ma première question. Est-ce que Fatissim est implanté dans l'un des 2 Congos? Première question. Et donc, vous avez parlé de votre label RSE. Quelle a été votre démarche vis-à-vis des entreprises congolaises, que ce soit au Congo-Brazzaville ou au Congo-Kinshasa, et en sachant que dans tous les pays, il y a une institution qui justement réglemente tout ce qui est certification. Au Congo-Brazzaville, ça va être par exemple la CONOC, donc l'agence congolaise de normalisation et de la qualité, qui a pas que le volet qualité, mais aussi le volet RSE. Comment est-ce que vous arrivez à formaliser votre label? Comment vous arrivez à mettre en parallèle votre label avec les politiques locales en matière de RSE et de développement durable? Une question? Je pense que c'est tout. Okay. Merci beaucoup pour la question sur la responsabilité sociétale des entreprises. On peut dire aussi responsabilité sociétale et environnementale. Au Congo, nous avons créé une entreprise qui s'appelle Connexion 26 en 2018, mais qui est en veilleuse. Fatissim a été créé en France et s'adresse d'abord au marché local ici en France, entreprises africaines dont les acteurs ou les patrons sont africains, mais en France. Nous avons choisi par stratégie un premier pays africain, qui n'est pas le Congo dont nous sommes originaires, qui est la Côte d'Ivoire. Nous avons été à Abidjan en 2020 et nous avons prospecté les terrains, nous avons commencé à préparer une équipe. Donc nous sommes implantés d'abord à Abidjan. C'est là où nous avons commencé à implanter notre activité de certification et des RSE. Ne me demandez pas pourquoi, mais bon, c'est stratégique. Nous avons commencé par là. Au Congo, nous sommes en contact avec différents acteurs, sociétés civiles et entreprises, avec lesquels nous sommes en échange pour pouvoir mutualiser nos intelligences pour répondre justement aux besoins qu'il y a au Congo-Kinshasa. J'ai été à Brazzaville aussi en 2017 et en 2018 pour le même sujet. On n'est pas très développé dans le Congo, mais on est en lien avec les acteurs locaux qui font de la RSE, qui font de la certification, et donc on interagit. Après, ce n'est pas très développé, hein, même s'il y a la normalisation localement, etc. Mais c'est encore très loin, vraiment, du niveau qu'on va avoir ici en France ou ailleurs. C'est vraiment pas très développé. Un peu plus au Maghreb, mais voilà.
Sénégal aussi, Sénégal, Côte d'Ivoire. Mais au Congo, que ce soit le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, non. C'est pas très développé. Que ce soit la RSE, que ce soit la certification, non. C'est très très pauvre. Et donc notre objectif, c'est justement d'aller tout doucement, parce qu'il y a toute une culture managériale qui manque. Aujourd'hui, si les gens sont dans l'informel à grande échelle et ils se retrouvent à exister sans exister, leur parler des RSE, c'est du charabia, leur parler de certification, c'est très loin de la réalité. Il faut qu'on commence déjà à exister. Voilà, je m'appelle tel, on peut me trouver à telle adresse, voilà, je suis reconnu par l'État, etc. C'est un grand chemin, mais qui se construit tout doucement. Donc vraiment, la certification va être très difficile à implanter chez les gens qui veulent surtout pas qu'on sache qu'ils sont là. Vous voyez? Or, la nature de la certification, la définition même de la certification, c'est la reconnaissance tierce partie de l'aptitude à satisfaire des exigences. Si on n'existait pas, comment on va montrer qu'on satisfait des exigences? On est très loin de ça. Mais c'est en construction. Voilà pourquoi nous avons choisi de commencer par Abidjan, par le Sénégal, et on viendra répondre au cas par cas à ceux qui ont le marché. Là, Kibali, on est en train de travailler avec Kibali Gold, où il y a des sous-traitants qui ont le marché, mais qui ne savent pas comment faire. On va commencer par là. On est en train de parler avec le président de la FEC Sud Kivu pour pouvoir mettre ça en place pour les entreprises qui sont prêtes. Mais à grande échelle, ce n'est pas demain, mais ça viendra. Bonjour à tous. J'aurais deux questions. La première question a été déjà posée, me semble-t-il, mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir entendu la réponse. C'est sur l'engagement politique. Ma question est, où doit-on faire de la politique? Ici ou bien là-bas? Où doit-on faire de la politique? Où doit-on chercher à être élu quand le dossier est élu? Ici ou bien là-bas, en Afrique? Deuxième question, ça sera plutôt pour M. Rayed, en parlant de l'ACTE, si j'ai bien compris. Comment peut-on chercher à développer l'Afrique avec des fonds disposés par la France? À savoir qu'on est dans un monde entretenu par des rapports de force. On les voit avec la Russie et l'OTAN. Comment imaginer une seule fois développer l'Afrique avec des fonds mis en place par la France? Rayed d'abord. La première question, c'était aussi pour moi. La première question, si j'ai bien compris, c'est pour tout le monde. Elle est en général. Et la dernière, elle est pour toi. Ouais. Enfin, pour vous. Est-ce qu'il faut s'engager en France ou bien sur le continent africain? Ça, j'ai envie de dire, c'est la responsabilité de celui qui veut s'engager. Moi, par exemple, comment dirais-je, j'ai plutôt envie de m'engager ici, parce que c'est ma volonté, je suis né ici, j'ai envie de m'engager ici, ça fait partie un petit peu de mon cheminement, et c'est très compliqué, surtout vis-à-vis de ceux qui sont là-bas aussi. C'est pas forcément une question de légitimité, mais presque. C'est-à-dire que moi, je ne me verrais pas m'engager en Tunisie, d'abord parce que mon association fait en sorte de développer des projets en Tunisie, donc je ne veux pas trop faire de mélange de genres. Et aussi parce que je pense que pour pouvoir être élu là-bas, il faut pouvoir, et pourtant je suis tunisien, mais même quand je fais des projets avec mon association, je fais en sorte de m'appuyer sur le potentiel local. Parce que je ne veux pas arriver tel un concurrent en disant « Ne vous inquiétez pas, hein, je suis tunisien, je suis né en France, je sais mieux que vous et je ferai mieux que vous ». Surtout pas. C'est de dire « J'ai la volonté de faire, mais je ne pourrai réussir qu'avec vous ». Et en politique, je pense que c'est pareil. Et en plus, sincèrement, il y a tellement de personnes qui veulent faire de la politique là-bas, je leur laisse bien volontiers la place. Ça, c'est pour la partie politique. Après, sur la deuxième question, comment faire en sorte de développer, sachant que l'essentiel des ressources sont disposées par la France? J'ai envie de vous dire, dans votre question, il y a deux questions. Premièrement, la première question, c'est l'aide au développement, même si j'aime plus trop ce terme de développement, je parlerai, je suis d'accord sur la terminologie qui tourne, c'est plutôt d'investissement solidaire. L'aide au développement, où est-elle passée? Comment ça se fait qu'on a des milliards qui vont sur le continent et pour autant on a parfois des infrastructures qui ne voient pas le jour? Donc où est passé cet argent? Ou qu'est-ce qu'on en fait? Première question. La deuxième question, à peu près, enfin c'est pas forcément une question, c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire que comment faire en sorte
sachant que les subsides viennent de la France, pas simplement. Il y a des subsides qui viennent de l'Europe, il y a la coopération décentralisée, mais j'ai envie de dire, ça sera toujours... c'est pas forcément faire preuve de tutelle que de dire c'est la France qui a. Non, c'est de dire que on a envie de développer nos territoires, mais on ne pourra le faire qu'en, comment dirais-je, en allant chercher des moyens institutionnels ou privés. Moi, je ne vois pas d'autre solution, en tout cas à notre niveau. Quand on est une association, comment vous voulez porter une initiative, faire un tiers-lieu éducatif, rénover le réseau d'assainissement, comment vous pouvez faire si ce n'est que créer des partenariats ou des passerelles avec des structures sur l'environnement, par exemple, qui peuvent financer des projets de coopération décentralisée ou d'aller chercher des financements. Comment vous pouvez faire à part ça? Il y avait la réponse, il me semble-t-il. C'était quoi ta réponse? Par rapport à ça, non, mais j'avais pas de... Moi, j'aimerais impliquer une personne qui modère, mais qui est élue, il faut qu'il nous dise, et Rachel aussi, au final. Parce que beaucoup... je crois qu'à un moment donné, je vais être court, hein, il y a beaucoup de binationaux et qui s'engagent comme quand certains travaillent d'abord en Europe pour acquérir une expertise et pour s'engager après. Moi, j'ai 2 grands frères qui sont élus. Un est toujours élu ici, à la Colombie, et un autre est rentré au Congo, qui a fait la politique maintenant sur place. Donc il en a fait ici, plus pour acquérir une expérience, une expertise sur le sujet, et maintenant il le fait là-bas. Et il y en a qui s'engagent ici parce qu'ils estiment qu'ils restent ici, leur engagement c'est ici, voilà. Donc c'est un pays d'adoption, et puis après, moi j'ai quitté le Congo à 15 ans. Tout est lié au rapport qu'on a avec son pays. 15 ans, c'est loin, je suis plus très jeune, et pourtant, je me vois mal m'engager de la même manière ici qu'au Congo. Donc c'est une démarche vraiment personnelle, finalement. Mais j'aimerais que Rudy et Rachel répondent, parce qu'ils sont dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui les a emmenés à s'engager, et c'est quoi la vision à long terme? Du coup, je rebondis. Effectivement, pour moi, en tout cas, dans le domaine politique, je dirais effectivement... Ce qui compte, c'est l'ancrage local. Je ne me verrais pas effectivement aller faire une campagne si je ne maîtrise pas forcément les concitoyens ou même l'ancrage local des personnes qui sont dans un autre territoire que je connais. Donc l'idée pour moi, c'est d'abord d'évoluer ici, de pouvoir effectivement apporter ma pierre à l'édifice ici avec mes concitoyens, d'aller les voir, leur parler de sujets qui leur intéressent et des choses que je pourrais effectivement apporter pour eux. Et après, éventuellement, si plus tard la vie m'emmène à aller en Afrique, et que cette passion m'anime toujours, pourquoi pas? Mais par contre, je serais aussi passée par l'ancrage local, de comprendre exactement les problématiques et voir de quelle manière je pourrais effectivement, moi, apporter ma pierre à l'édifice. La politique, pour moi, effectivement, c'est une passion, c'est un engagement, on veut vraiment faire du bien aux autres, donc il faut maîtriser son sujet. Donc effectivement, si je me suis, moi, pour le coup, investie ici, parce que c'était effectivement dans le département du 77 où je suis née, où j'y ai grandi, où mon entreprise est basée, où je donne de l'emploi, je crée de l'emploi. Donc c'était pour moi totalement normal de pouvoir aussi essayer tout simplement de devenir, d'être candidate. C'est normal pour moi, parce que je maîtrisais parfaitement, on va dire, le sujet et le territoire. Après en Afrique, un peu moins pour le moment, mais pourquoi pas plus tard. Pourquoi pas? Pour ma part, je pense que c'est une question de vision. On va se tutoyer. Pour moi, c'est une question de vision. Quelle est ta vision? Est-ce que pour toi, ta vision, c'est une question de développement en France, une question de développement en Afrique? En même temps que je te réponds, je m'implique moi-même dans cette... On est dans le Congo, on a Paris. Dans cette question. Voilà, c'est les deux, c'est une discussion. Pour moi, c'est une question de vision. Le truc, c'est que par exemple, si je prends mon exemple personnel, moi, je suis franco-congolais. Ça veut dire que, en même temps, je suis français, et en même temps, je suis congolais. Je suis né en France, j'ai grandi en France. J'ai eu la chance de vivre au Congo tout de même, à Brazzaville notamment, en 96, de 95 jusqu'à 80, de 96 à 88, dans ces eaux à 97, quand il y a eu les événements notamment de 96. Et c'est après les événements que je suis revenu en France. Ma mère, qui était mariée à une personne impliquée sur le plan politique au Congo, était partie en exil en Côte d'Ivoire, et c'est là-bas qu'elle est décédée quelques années plus tard, en tout cas en 98. Donc, ma vie est marquée par le Congo, à tous les sens, dans tous les sens du terme. Mais je suis aussi français. Cela veut dire que quel que soit l'endroit où je vais m'engager, que ce soit en France ou au Congo, en l'occurrence pour le moment c'est en France, ce sera toujours pour rechercher l'intérêt finalement des deux. Pour moi, la France a un axe de développement actuel, lorsque vous regardez un petit peu la situation de la France aujourd'hui, avec
des crises qui traversent le pays, des crises sociales, des crises économiques, entre guillemets, ou des récessions économiques, ou bien des crises sur le plan des fractures avec la population. Et il y a tout un tas de fractures qui traversent la France. C'est un sujet qui est important pour moi en tant qu'élu français. Mais lorsque je regarde l'Afrique et en particulier le Congo, je me dis aussi qu'il faut que je puisse aider et apporter ma pierre à l'édifice. En tant qu'élu, je pense que, en tant qu'élu français, je pense qu'en étant ici, je peux aussi aider le Congo, notamment dans la trajectoire que je me donne, de pouvoir à un moment donné être en capacité d'influencer pour le mieux en Afrique. Mais de ma position, ce que je peux faire aussi pour le pays, c'est aussi aider sur le plan local. Voilà. Dans mon association d'élus, on fait de la formation. On est en tractation avec certaines régions du Congo pour essayer d'apporter au niveau de la formation, que ce soit une formation partant effectivement des élus, donc formation d'élus, mais aussi de formation professionnelle. Tout ce qu'on peut faire pour le Congo est bon. Maintenant, après, sur le plan politique, effectivement, il y a quand même une cartographie qu'il faut pouvoir tisser pour savoir effectivement connaître les tenants, les aboutissants. On ne vient pas au Congo pour faire de la politique comme si en fait on venait pour refaire le Congo d'un coup comme ça. Non, il faut d'abord venir, il faut d'abord regarder, etc. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un parcours ou un projet politique. Il faut aussi avoir un projet à apporter, il faut avoir des propositions à faire. Il ne s'agit pas de venir et de dire oui, je trouve que le gouvernement actuel bosse mal, je viens juste pour élever ma voix. Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent comme ça, malheureusement. Et on a beaucoup d'engagement émotif sur le plan politique. Où est la construction? Où sont les projets d'avenir? C'est pour ça que je parle de vision. Moi, je pense que si l'Afrique est dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, on a manqué de vision. On ne s'est pas posé la question de ce que devrait être l'homme africain de demain. Vous regardez par exemple les Suédois, moins les Suédois, mais moins les Finlandais, mais les Suédois, ceux qui sont tout à fait au nord de l'Europe. Ce sont des pays qui ont hérité de la culture viking, etc. Il y a eu donc une acculturation chrétienne, mais vous voyez qu'il y a un socle culturel qui demeure. Vous voyez ? Et aujourd'hui, en Europe, ils ont une autre façon, ils ont une autre vision en fait d'entrevoir leur développement socio-économique. C'est-à-dire à un moment donné, il faut porter une vision. S'investir en politique juste pour le faire, c'est pas intéressant. Il faut porter une vision pour le pays. Et si on critique les pays actuellement, enfin en tout cas les chefs d'État en place, il faut aussi peut-être leur apporter aussi une vision nouvelle. Donc voilà, pour moi, l'engagement politique, pour le moi, personnellement, il est ici. Il y a un intérêt effectivement pour l'Afrique, ne serait-ce que parce que ce sont mes origines. Voilà. Il faut une vision. J'aurais tellement voulu vous laisser partir, mais on nous a demandé de tenir compte d'une dernière question. Je pense qu'il y a une dernière question. Il faudrait un peu se rapprocher. Pardon. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Je m'appelle Adriana Talansi, je suis créatrice de mode congolaise. J'ai grandi, évolué, créé mon entreprise au Congo-Brazzaville et je fais beaucoup de podiums. J'ai été lauréate de Visco Fashion Fund, j'ai fait des masterclass en Allemagne. J'ai gagné le prix de meilleur designer la plus créative à Dubaï face à 60 autres États. J'ai mon entreprise depuis 2014 au Congo. Vous parlez d'aider l'Afrique, j'entends beaucoup ça. Ça fait 2 ans que je suis en France, je suis venue pour les études de mes enfants, mais mon entreprise reste au Congo. Donc je fais 5 fois le Congo par année. Donc je fais beaucoup d'allers-retours. Sur place, nous, on ne voit pas vraiment en fait, l'aide de la diaspora. Je vous donne un exemple simple. C'est vrai, le monsieur tout à l'heure, monsieur Marien, il parlait d'aider les entrepreneurs, des femmes, des mamans qui vendent des beignets et tout ça. Ma première question serait comment vous faites en étant ici pour aider, parce que nous là-bas on ne le voit pas. Et une fois qu'on est ici, pour ma deuxième question, en tout cas c'est vraiment mon point de vue. Après moi je fréquente beaucoup d'entrepreneurs et je suis vraiment très présente sur les réseaux sociaux. Je pars dans des conférences, je participe dans les écoles, dans les orphelinats, donc je suis vraiment très active sur place. Nous on n'arrive pas à avoir l'aide. Pourquoi ? Parce que quand la diaspora arrive en Afrique, en tout cas l'impression qu'on a, vous restez dans un certain cercle. Donc vous ne touchez pas vraiment la femme et l'entrepreneur qui galèrent. Moi je paye des impôts, je suis enregistrée, j'ai les news, j'ai tous les papiers. Quand je vais au ministère de la Culture, rien que pour quand je suis représentée quelque part, juste par exemple si je suis représentée ici en France, je viens faire un défilé par exemple, j'ai fait le défilé avec la Black Fashion Experience en 2019 d'Adama Paris. Je voulais juste que l'ambassade congolaise soit représentée. Il y avait personne sur les rangs.
À part les artistes, j'ai vu Banji, j'ai vu Singila et tout ça. Donc je me demande au fait à quel moment vous aidez vraiment les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, tous, on a des réseaux sociaux, on a des Instagram, des Facebook. Pourquoi vous n'allez pas directement? Puisque une fois qu'on est là-bas, vous arrivez dans les ministères de la culture, vous travaillez avec des gens de la politique. Mais nous, sur place, on ne voit pas votre aide. Donc moi, aujourd'hui, je tenais vraiment à poser cette question-là, parce que je voudrais voir en fait à quel moment vous aidez. Et qu'est-ce que vous mettez en place, même quand on est ici. Moi, je suis arrivée depuis 2 ans, je galère, je fais toujours des podiums. Je suis partie au Bénin, on m'a invitée, et la dame de Amy Fashion, je ne la connais pas. Elle fait un grand événement avec une grande couverture médiatique. Je ne la connais pas. Elle m'a trouvée sur les réseaux sociaux par rapport à mon travail. Donc, où est le Congo? Où est la place de la diaspora? Merci pour cette question très intéressante, très pertinente. La question d'enfant du coup. Voilà, c'est la dernière question. Exactement. Écoutez, j'aimerais vraiment, parce que j'ai les mêmes prix, sinon je vous aurais applaudi encore une fois, c'est excellent ce que vous faites. Je crois que la première récompense d'une artiste qui fait ce que vous faites, c'est déjà vous féliciter pour ce que vous faites. Vraiment, c'est très bien. Merci. Et moi, je suis porté par mon ego. Les gens n'osent pas assumer ça. Moi, c'est mon ego qui me porte dans ce que je fais. Et je pense que vous parlez à la bonne personne en me parlant. Je m'explique. Alors, on le fait également. On a différents moyens d'action. On est une trentaine de personnes actives dans les ACC. Je vous invite à aller voir nos réseaux sociaux, notre site. On fait des choses quand même. J'ai un exemple. Je ne vais pas faire étalage. Je disais tout à l'heure qu'on était un doutinque. On pose des actes également. Au-delà de la réflexion, je suis passionné de ça. On refait le monde avec Patrice Ndiassé jusqu'à 2h du matin des fois. On a aidé un jeune, ça tombe bien que vous en parliez, récemment, je parle d'une action récente. Je ne vais pas refaire l'historique, on en a fait d'autres. Le chef Madzou. Alors c'est un jeune Congolais qui nous contacte il y a 2 mois, je crois à peu près, si je ne me trompe pas, qui veut aller participer à un festival culinaire au Bénin, panafricain. Il toque à différentes portes, ministères et tout ça, dont vous parliez. Il ne se passe absolument rien. Il n'a pas pu payer son billet, ni son logement, ni de quoi manger sur place. Et nous, je le disais, c'est pour ça que je suis dans des choses très simples, on est sur du concret, le plancher des vaches comme on dit. Et on s'est cotisé tout simplement, on a payé le billet au chef Madzou, on a payé son logement, on a donné quelques sous pour qu'il puisse être là-bas. Et figurez-vous qu'il a gagné ce concours. Le chef Madzou a gagné ce concours, et qu'est-ce qui se passe après? Nous, on est dans notre rôle. On condamne des fois ce que font les pouvoirs publics parce qu'il faut lancer des signaux, et voilà, mais on pose aussi des actes. Le chef Madzou a gagné. Le chef Madzou, dès qu'il rentre, il est reçu par le ministère de la Culture, je ne sais pas quel autre ministère encore. Il a eu des sponsors de Coca-Cola, de je ne sais trop quoi. Et aujourd'hui, il y a le ministère de la Jeunesse qui l'a approché, qui a mis à disposition un local pour qu'il fasse de la formation et autres. Alors qu'avant ça, il n'y avait absolument rien. Ils font de la récupération. On essaie de faire quelques articles pour rappeler que c'est nous qui l'avons fait. Mais c'est pas nous. Notre but à nous, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui, il a des sponsors, il nous tient au courant parce qu'il veut bien, mais on n'a même pas de contrat où on les suit, je ne sais trop quoi. On le fait avec le cœur. Et c'est ça l'engagement dont nous parlons. Et nous avons fait ça pour des musiciens également. Un musicien qui s'appelle Wallo Bostino, qu'on a aidé. Je ne vais pas tout citer ici parce que le but, vraiment, on veut rester sur le niveau de la réflexion parce que ce qu'on fait, c'est pour aider personnellement les gens et c'est plutôt symbolique. Moi, je prends date avec vous aujourd'hui, échangeant. Nous n'avons pas de gros moyens. Nous avons plus de passion pour ce pays que beaucoup de ministres. Je le dis avec beaucoup de manière solennelle parce que c'est la réalité. Donc prenons date, échangeons. Vous allez voir, si on n'a pas les sous, on aura au moins quelques anecdotes pour vous faire rigoler, pour vous faire le monde. Et c'est important. Encore bravo à vous. Merci pour cette belle intervention, merci pour cette belle table ronde. Mesdames et messieurs, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. On peut applaudir pour nos intervenants. Et Sabrina, je tenais à dire également que Adriana Talensi va tenir un défilé demain. Oui, on aura le plaisir de découvrir vos œuvres demain lors du défilé, effectivement, donc ce sera un réel plaisir. Voilà. Merci à vous, chers intervenants. Merci à notre modérateur également. Merci à vous. Pour avoir facilité ces échanges, c'était très très enrichissant. Je pense qu'on peut les raccompagner avec des applaudissements. Voilà, et M. Éric Chipin, DG de Fatissime. Merci à vous, M. Chipin. On a eu également M. Marien Fonnet, effectivement, donc président du Think Tank ACC. N'hésitez pas, il est disponible. Il est en tout cas à votre disposition si vous souhaitez échanger. On a eu Mme Rachel Banza, qui est DG d'Elica Beauty. Et enfin, M. Rayed Chaibi. Merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir partagé effectivement votre engagement citoyen, très inspirant.
très inspirant. Alors, la prochaine table ronde se tiendra dans combien de minutes exactement? Donc dans à peu près 15 minutes, un petit quart d'heure, le temps de vous rafraîchir un peu, on se retrouve ici. Cette fois, on va parler de la transformation numérique par l'inclusion de la jeunesse.